Tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être Dieu. N'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Spécial Montréal dans Télématin aujourd'hui pour les 375 ans de cette belle ville-là. Est-ce que vous saviez qu'il y a quelques années, la ville avait été distinguée ville UNESCO du design? Pourquoi elle avait reçu ce titre-là, cette ville? Alors, d'abord, ce titre, il se demande. Ah bon? Donc, en fait, oui, on demande à l'UNESCO d'être désignée ville design UNESCO. Oui, mais il faut présenter un dossier. Exactement. Il faut avoir des Et c'est critères, un dossier avec des critères très compliqués. Et je dirais que le critère qui ressort le plus, c'est la créativité. Parce qu'on peut être ville design dans le cinéma, gastronomie, littérature, musique, art numérique. Donc, eux, ils ont postulé pour le design. Moi, je dis que c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une ville qui, on va dire, depuis les années 60, a subi une sorte de modernité ou a provoqué une sorte de modernité. Et ça se sent dans l'urbanisme, ça se sent dans la façon que la ville a eue de se placer, de se déplacer. Alors, années 60, il y a quand même Paye, l'architecte qui a fait... Oui, qui a le fait... Paye du Louvre, le Paye de le notre Paye, qu'on leur prête, pendant qu'ils nous ont prêté plutôt après, parce que il construit une tour, la Tour Marie, et c'est un petit peu le début de cette modernité. Modernité, ça va avec design, ça va avec créativité, ça va aller vers l'avenir. Alors, vous savez que Saint-Étienne, quand même, chez nous, fait partie des villes design UNESCO. Ça motive d'avoir cette appellation-là. C'est pas un label, c'est vraiment une désignation. Et je trouve que ça aide aussi designers, architectes, artisans d'art sur le terrain. On a rencontré la chef du bureau du design de Montréal. Elle est formidable. Elle les aide beaucoup. Regardez. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Sylvie, bienvenue à Montréal. Montréal, c'est une ville qui, a priori, dégage pas nécessairement d'homogénéité. Elle a été faite par plusieurs cultures, les Anglais, les Français, puis ensuite beaucoup d'immigrations successives qui viennent avec, finalement, toutes leurs références culturelles, leurs idées du beau. Ici, c'est plutôt le patchwork, c'est la mosaïque et il faut rentrer dans les différents quartiers, italiens, chinois, portugais, etc., pour découvrir de la cohérence et des esthétiques particulières. Tout a commencé il y a 50 ans, Expo 67, Habitat 67. C'est le début de l'histoire du design. C'est en effet le début en tout cas de la modernité. Tout était possible et l'idée du progrès, etc., était très, très enthousiasmante. Ce projet qui fut extraordinaire, Expo 67, qui a attiré à Montréal plusieurs designers et architectes de partout dans le monde, ça nous a ouvert au monde. Habitat 67, ça a été un projet qui a été fait par Moïse Safdie, qui utilisait des techniques de fabrication industrielle. Donc, ce sont des cubes qui sont superposés les uns aux autres. Ces nouvelles méthodes de construction amenaient une nouvelle esthétique et rendaient possible, finalement, un nouveau type d'habitat et un nouveau type d'architecture. Pourquoi le design dans le cas de Montréal? On a 25 000 designers dans différentes disciplines, beaucoup d'institutions, le Centre canadien d'architecture, des musées, etc. Donc, il y avait un potentiel extraordinaire autour de cette industrie. Et ce que l'UNESCO a souhaité, c'est nous donner un incitatif pour accélérer notre développement autour de ce secteur-là. Donc, c'est plus un projet, une aspiration à être une ville UNESCO de design qu'une consécration. Dance me to your beauty with a burning violin. Je pense que le rôle des designers aujourd'hui est de non seulement d'offrir des beaux environnements, mais des environnements inspirants qui permettent aux êtres humains, qui sont de plus en plus concentrés dans les villes, de grandir. Le design doit vraiment être partout, mais il doit surtout contribuer au mieux-être des citoyens.
Dance me to the end of love. Ils ont pas mal de choses. Il y a eu l'Expo universelle en 67, et puis quoi, il y a eu des Jeux Olympiques. Il y a eu les Jeux Olympiques, Ah ouais. et puis là, donc, il y a toujours ce mouvement dans le design. William, je voulais juste vous dire Oui, merci. alors juste, hein. Merci au nom de tous les designers français internationaux pour tout ce que vous avez fait pour eux. Ah oui. Et merci pour moi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Sinon, Et vous je n'auriez vais pas, pas pleurer, sinon, vous hein. n'auriez pas de boulot si vous ne parlez pas de tous ces gens-là. C'était pas gagné. Mais c'est grâce à vous. Voilà. Merci. Allez, on ne pouvait pas aller à Montréal sans parler de gastronomie. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Alors, Loïc Ballet a fait le voyage. Alors, il n'est pas parti avec son petit triporteur typique de Télématin pour rencontrer, mais enfin, il y a été quand même rencontré. Alors, c'est le chef le plus connu du Québec. Vous allez voir. Bon appetit, baby. Looks like you've been starving. You got those hungry eyes. You could use some sugar, 'cause your levels ain't right. I'm a 5-star Michelin. Alors, comment s'appelle-t-il, ce chef montréalais? Normand Laprise. La prise. La prise, voilà. D'accord. Il a des origines, je crois, d'ailleurs, bretonnes ou normandes. Enfin, voilà. Mais ce qui est assez intéressant... c'est pour chez- ça qu'on est cousins. Bah, voilà, on est vraiment cousins. Il est incroyable, Normand Laprise. Parce que c'est vraiment un ambassadeur. C'est-à-dire que c'est un chef qui porte la gastronomie montréalaise et québécoise, dans le sens où, dans sa cuisine, allez, pas 100%, 99% des produits viennent de Québec. Alors, déjà parce que le territoire et le terroir est incroyable, c'est-à-dire que vous avez des grandes plaines pour les élevages, pour les bovins, pour les ovins, et puis vous avez aussi tout l'océan qui est à côté, voilà, où justement il y a des fruits de mer, il y a des poissons incroyables. Donc tous les matins, tout ça arrive, il n'y a qu'un seul produit, et il s'en excuse, qui vient de France, c'est la truffe. Oh. Ah oui, oui, la Non, mais truffe, nous, quand on pense la Québec, truffe, on voilà. pense Canada, sirop d'érable. Voilà. Mais il n'y a Alors- pas que ça, là-bas. alors, il n'y a pas que ça, justement, parce qu'en plus, le sirop d'érable, c'est au mois de mars. Voilà. Alors, forcément, il y a des érablières. On peut aller aussi dans ces cabanes à sucre qui sont au milieu des érablières. Il y a certaines cabanes à sucre qui se transforment en restaurant. Ça, c'est aussi c'est une sorte d'auberge ou auberge de montagne, ce qui correspondrait à nous, aux auberges de montagne. Et nous sommes allés le voir là-bas parce qu'il a un élevage de cerfs. Alors, moi, je connaissais le caribou du Oui, Grand caribou, Nord. oui. Voilà. Et il y a le cerf. Regardez. Bon, c'est vrai qu'en venant à Montréal, on aurait pu vous parler d'une poutine ou d'un sirop d'érable. Eh bien, en fait, non, on va cuisiner bien mieux. Allez, on y va, c'est parti. Oui, bon, alors là, pour les habitués, vous vous dites, où est le triporteur? Eh bien, il est coincé à la douane. Allez, hop, on y va quand même. Ça peut être facile, hein. J'adore. Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. Bon, comment ça va? Normand. bien, ça va bien, Et je suis venu bonjour. avec ma caisse de France. Mais c'est elle est bien. vide, hein. Autour de nous, là, on n'a que des produits qui viennent de Québec, du Canada, de... Bien, on a un terroir très riche. Et nous, l'idée ici, c'est de travailler local. Local, c'est-à-dire les produits qui sont alentour de nous. Et après, s'il en manque, on n'a pas, on va chez le voisin. Parce qu'on est en hiver au Québec, au Canada. Et puis, on a du poisson qui peut venir de la côte Est ou de la côte Ouest. Mais sinon, on se suffit au Québec à 100 %. Bon, là, je peux laisser ma trottinette. Je crois que tu m'as préparé quelque chose. Et alors, avec un territoire qui fait 3 fois la France, forcément, les exploitations agricoles sont 3 fois plus grandes. Et voilà. Alors là, on a posé le vélo, on va prendre le pick-up. Ah bah oui, oui, oui. Bon, Denis, combien il y a d'hectares là autour de nous? Aux alentours de 750 hectares. 750 hectares. Oui. Et combien de serres? Aux alentours de 3000 cerfs. Ah oui, Avec, d'accord. avec les naissances qui viennent juste de terminer. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette viande? Cette viande, elle est très gentille. Non, c'est une viande qui est très maigre. Oui. C'est une viande qui a beaucoup, comme Denis disait, beaucoup de protéines. Ça veut dire que c'est plus léger qu'une viande bovine, en fait, le Ah oui. cerf? Ah oui, oui. Ah oui, beaucoup moins grasse. Bon, on va rassurer tout le monde, celle-ci, là, on la consomme pas, là. Non, non, celle-là, on la consomme pas. C'est notre mascotte. Oui, d'ailleurs, c'est une mascotte qui aime être filmée, hein. Et alors là, Normand, si j'ai bien compris, ça c'est une cuisine version Québec. Oui, c'est seulement les samedis soirs. Ah oui? Ouais, seulement les samedis soirs. Alors là, on prend d'abord une belle viande de cerf. Et alors là, on va faire un terre-et-mer. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les bourgots. Oui. Les bourgots, ça ressemble aux bulots chez vous, mais ils sont beaucoup plus gros. Oui, en Amérique du Nord, tout est plus gros.
Mais oui. c'est normal. Là, c'est une rivière, ça. Et chez Mais- nous, c'est un fleuve, hein, Oui, un mais- truc de ouais. cette taille-là. hein. Mais ici, on dit plus grand, pas plus gros. Ah oui, d'accord, ok. Et là, on va mettre... Oui, une huile d'ail des bois. Vous l'appelez ail des bois. Ail des bois, Nous, oui. c'est ail des ours, c'est ça? C'est ça, c'est la même chose. D'accord. En gros, c'est un ail sauvage. Oui, c'est un ail sauvage. Et vous savez quoi, je suis un peu malheureux parce que j'ai pas mon triporteur aujourd'hui. Il est resté en France. Mais là, ça va me remonter le moral. Oui. De toute façon, de le ramener en France, ça ne portera pas le coup. Oui, non. On est mieux de manger Donc on va maintenant. le manger maintenant. Voilà. Ah ouais. Allez hop, Voilà, on casse la bien. croûte. Ah oui, c'est vrai, parce que le petit couteau à la douane, hop là. Ah, non, Eh ben on va oui, tout manger, défendu, voilà. ça. Voilà, mais Normand Laprise, c'est vraiment quelqu'un d'incontournable, un grand ami de Paul Bocuse, qui d'ailleurs... Ça, c'est une référence, monsieur. Voilà, ah bah voilà, qui est connu dans le monde entier et qui d'ailleurs est très triste de votre départ, William. Paul Il a Bocuse qui raison. nous regarde tous les matins. Oui, voilà. oui, monsieur Voilà. Paul. Donc les designers vous remercient et les chefs aussi, et le triporteur aussi. Voilà. Merci à vous tous. Alors, avec Olivia de Lamberterie, pour clore cette page spéciale préparée à l'occasion du 375e anniversaire de la ville de Montréal, on va parler littérature et avec une entrevue avec l'un des auteurs montréalais les plus célèbres. Alors, il y avait deux solutions, soit aller là-bas, soit c'est lui qui se déplace. Écoutez, c'est pas de chance pour Olivia, il était à Paris. On ne change pas, on se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Mais ces deux craintes-là, tout près de l'apparence. J'ai l'impression que c'est vous qui chantez, là. Oui, mais c'est moi. En fait, c'est moi. C'est pas mal, hein. C'est le Alors, moment de le dire. Cet homme-là, c'est Dany Laferrière, né à Haïti il y a quelques années. Alors, il s'est exilé au Québec, lui, hein, c'est ça? Absolument. Ouais. C'est le plus grand écrivain québécois et c'est aussi le plus inclassable parce que c'est un homme qui refuse qu'on le range dans une case et même qu'on le range dans une nationalité. Ah oui. Ça fait des années qu'on lui dit est-ce que vous êtes haïtien, est-ce que vous êtes québécois? Et un jour, il a répondu par un livre qui s'appelle Je suis un écrivain japonais. Voilà. Alors en fait, il dit qu'il est né 2 fois. Il est né une fois en Haïti, qu'il a dû quitter à 23 ans du fait de la dictature. Son meilleur ami avait été assassiné. Il savait que ça serait le prochain sur la liste. Il est parti. Il est arrivé en 1976 à Montréal et il dit que c'est là qu'il est né écrivain. Il a d'abord travaillé pendant de longues années à l'usine et puis il a écrit un premier roman, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, qui a fait de lui Ah oui, si vous une avez jamais lu. superstar. Ah bah, il faut vous dépêcher. Il faut Comment vous faire l'amour dépêcher. avec un homme sans se fatiguer? C'est vraiment Ah non, un très grand livre. Et puis, il a coutume de dire aussi qu'il est un lecteur qui écrit. Et du coup, que son pays, finalement, ce n'est ni Montréal, ni Haïti. Son pays, c'est une bibliothèque. Et donc, logique qu'on l'ait rencontré, non pas à Montréal, mais qu'on l'ait rencontré à Paris, à la bibliothèque Mazarine, qui est la plus ancienne bibliothèque publique, qui est un endroit absolument sublime, qui recèle de trésors, dont d'ailleurs des manuscrits de Jacques Cartier, et qui est un endroit qui est conti dans l'immeuble de magnifique bâtiment de l'Académie française, où Dany Laferrière est entré en 2015 au fauteuil numéro 2, fauteuil de Montesquieu. Et quand il est arrivé pour montrer comme ça son identité, quand il est entré à l'Académie française, il avait l'habit vert qui avait été confectionné et brodé à Montréal. C'était la première fois qu'il y avait un habit d'académicien qui n'était pas fait en France. Et en revanche, son épée avait été faite en Haïti. Où, Oui, son pays d'origine, bien sûr. exactement, où au bout de l'épée, il y a une petite bulle d'encre pour dire que son arme, eh bien, c'est les mots, c'est l'écriture. Et le français, il l'a appris à Haïti quand il était enfant, je suppose, puisqu'on parle français là-bas aussi. Exactement. Il va nous raconter son arrivée à Montréal. C'était vraiment formidable. Bonjour Dany. Vous allez bien? Oui, tout à fait. On va chez vous? Oui. Dany Laferrière, vous êtes une star à Montréal. Moi, j'ai eu la chance de me promener avec vous dans la rue et c'était à peu près comme si je me promenais avec Mick Jagger. Racontez-nous comment vous, à 23 ans, vous débarquez d'Haïti à Montréal. Je tombe dans une ville en pleine effervescence. On était durant les Jeux Olympiques et la personne qui m'avait hébergé m'avait amené dans une petite boîte de jazz. Et sur la scène, il y avait une femme qui chantait. C'était Nina Simone.
Comment ça s'est passé, cet exil montréalais? Vous êtes devenu ouvrier et vous avez acheté une machine à écrire, je crois, un jour. Je voulais être un Hemingway, un Bukowski. Je voulais écrire en entendant la musique et de la machine à écrire. Tac, 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 tac. Pour moi, c'était fondamental parce que la machine mettait une distance avec la page. Elle n'était pas sous ma main, elle était en face de moi. Et là, vous devenez un écrivain en écrivant ce premier roman au titre retentissant, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, et vous devenez très très vite une star. Comment ça s'est passé, hein? Mais d'abord un Montréalais, parce qu'écrire ce roman, c'était une façon de m'emparer de la ville. Certains soirs, je mangeais seul. Une fois même, j'étais sorti pour aller demander à des gens dans la rue s'ils voulaient venir manger avec moi. C'est humiliant, parce que les gens pensaient que j'avais un plan. Et même les très vieilles dames. J'avais quand même 23 ans, et je trouvais que parfois la solitude pouvait être plus terrible que la faim. Et vous avez écrit dans un de vos livres cette belle phrase « Le froid m'a humilié ». Est-ce que c'est pour ça que vous avez quitté Montréal pour partir à Miami? Oui, tout à fait. Là, j'avais froid jusqu'à l'os. Pire que le froid, c'est les arbres sans feuilles. Ouais. Je ne connaissais pas cela. Et pour moi, c'est une des métaphores les plus complètes de la mort. Je suis allé à Miami, il faisait si chaud que la glace a remonté dans mes veines jusqu'à ma mémoire et je suis rentré chez moi. À Montréal. À Montréal. Je reviens à Montréal. Vous cultivez la liberté, vous cultivez l'insouciance aussi, ce que j'adore chez vous, et vous refusez toutes les cases. Mon identité, c'est la liberté. C'est la liberté. Ce que j'aime avec la langue française, c'est que quand je la parle, je me sens plus élégant. Et je voudrais le rester, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt, Dany. Merci. C'est magnifique. Quand on est un Haïtien et qu'on quitte son pays pour toutes sortes de raisons, et la pauvreté notamment, on a trois choix. Soit on devient chauffeur de taxi à New York, soit on devient écrivain célèbre ou peintre célèbre comme Basquiat. C'est vrai. Et oui, son père était haïtien, Basquiat. C'est un homme délicieux, cet homme-là. C'est un homme absolument merveilleux et c'est un très grand auteur. Pour le lire, il y a une bonne porte d'entrée, je trouve. C'est le volume qu'a publié Grasset qui s'appelle Mythologie américaine, avec ses premiers romans, parce que c'est un écrivain, si je devais donner un nom pour vous donner envie de le lire, c'est Bukowski. Ah oui. Voilà. C'est une très belle langue et c'est gorgé d'amour de la vie. Il dit « Je suis né heureux », Dany Laferrière. Quel programme. Quelle chance. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Voilà, c'est tout pour ce bloc-notes spécial Montréal. On tenait à remercier tout particulièrement, c'est l'Office du tourisme de Montréal et Geneviève. Geneviève Archambault, Ah bah oui. bien Geneviève. Geneviève, elle nous a accueillis. Et Vanessa. Et Vanessa, Geneviève et Vanessa. Vanessa Lenné pour leur aide. Elles nous ont bien aidés pour confectionner ces 50 minutes et toute l'équipe montréalaise. On leur fait tous d'ailleurs un gros bec, comme on dit chez vous là-bas, puisque vous nous regardez sur TV5. Merci beaucoup.